François Bon, atelier d'écriture, on est dans un cycle qui s'intitule Vers une écho poétique. Autant dire qu'on est en terrain neuf, on explore à tâtons comment installer dans nos inventions de récits des contenus qui ne soient pas issus d'une illusion de domination humaine sur les choses et où ça nous mène. Donc, question éthique autant que écologique. Et pour ça, bien, exercice par exercice, on essaye d'entrer dans ce lieu d'énonciation où c'est encore ce qui ne relève pas de l'humain qui devient sujet dans le récit. Alors même qu'on en reste évidemment le concepteur et le descripteur. J'ai voulu revenir à Saint John Perse. Saint John Perse parce que dans Anabase, autant que Amère, l'écriture se fait depuis ces instances mythologiques qui surgissent depuis des épaisseurs de temps bien au-delà de nos temps historiques. Et Saint John Perse, on pourrait le considérer comme une écriture savante. Je crois que c'est d'abord une écriture lyrique, une écriture d'énergie, et même ce côté étranger des mots, ce côté si savant des mots. Il écrivait avec un dictionnaire Furetière, principalement du XVIIe siècle. Il est lesté de tous les mots, de l'archéologie, de la botanique, il sait ce que c'est, les forces telluriques, il connaît le vocabulaire des marins. Cette opacité du langage, parce qu'elle est savante, participe aussi du mystère qui vient à la surface du texte, et on n'a pas, nous, à nous en effrayer. C'est le moindre. Alors, est-ce que je dois m'excuser aussi par rapport à nos amis ici dans le cycle de Guadeloupe? Je crois pas. Saint John Perse est l'héritier d'une de ces vieilles familles coloniales. Le nom léger est extrêmement banal. Lui aurait bien voulu qu'il soit issu de Saint-Léger. Alors il s'est appelé pendant un temps Alexis Saint-Léger-Léger, et puis plus tard ce pseudonyme Saint John Perse. Et c'est évident qu'on a affaire à des gens qui sont d'une autre catégorie sociale que la nôtre. Ça, c'est important par rapport à l'exercice qu'on va faire. C'est-à-dire que dans la jeunesse, dans sa prime jeunesse, dans cette plantation en Guadeloupe, non, la Guadeloupe, c'est pas un lieu de tradition esclavagiste comme en Martinique. Ça a pu se prolonger jusqu'au milieu du 19e siècle, se continuer avec cette domination béquée. La Guadeloupe est passée sous occupation anglaise pendant la Révolution française. Donc ça a porté un coup à l'esclavage. Les deux réalités sont très différentes. N'empêche que dans cette plantation, on a des servantes. Et Saint John Perse, jusqu'à ses 10-11 ans, connaît la reproduction de cette situation sociale du dominant. À 8 ans, on lui offre son premier cheval, sa première barque. Et le volcan de la Soufrière, quand il connaît son éruption, je crois que c'est 1908 ou 1911, dans ces eaux-là, oui, je révise même pas, c'est pas ça qui est important. Évidemment, la plantation est ruinée, l'enfant est placé interne à Tarbes ou à Pau, je crois que c'est Tarbes pour lui, ce sera les explorations en montagne, nager dans les lacs, alors que la température est glaciale. Une expérience, là, oui, de la nature qui est fondée dès l'adolescence en rapport à cette passion nature qui vient de ce rapport à la mer. Le cheval, la barque, comme j'ai dit, le volcan, dès l'enfance, c'est ce qu'il va reproduire jusqu'à ses plus de 70 ans, capable de s'embarquer à Bordeaux en solitaire pour rejoindre Lisbonne, parce que tel était son plaisir, ou affrontant ces
tempête de Méditerranée dont il nous donne des descriptions aussi, je vais dire si minéral, dépouillé de tout, capable de laisser venir la brutalité des éléments, parce que là où l'homme perd le contrôle, se joue pour lui quelque chose. Alors vous savez, vers ses 17-18 ans, la grande question, est-ce que je dois être pianiste soliste ou compositeur? Les grandes correspondances au culot, ben oui, mais on peut tout se permettre dans ces petits mondes-là de la grande bourgeoisie, les correspondances avec le poète Francis James, la correspondance avec Claudel, des études de droit, oui, mais simplement il y a le père qui meurt à ce moment-là. Donc, toujours pareil, grande famille bourgeoise, le fils aîné doit avoir la responsabilité matérielle de la vieille maman et des deux sœurs. Et c'est là où il décide de passer. Il est juste dans la limite d'âge, il n'y a rien de brillant là dans ce départ. Le concours de la diplomatie, il est reçu dans les derniers, c'est-à-dire que, au revoir les plus beaux postes, on va lui proposer de devenir sous-consul ou sous-sous-consul à l'ambassade de France à Pékin, et il y va. Il a bien choisi son temps, pile l'année 1914. C'est-à-dire qu'il ne pourra revenir qu'en 1920. Mais là, ce sera aussi le contact, justement, avec des strates aussi ancestrales, alors que le monde est en guerre, qu'on ne peut plus voyager, que tout le destin du monde est devenu obscur. La traversée du désert de Gobi, la première en automobile, c'est lui qui l'organise, ou les expéditions des archéologues, des botanistes, justement, il les accompagne. Je laisse tomber ça. Vous savez qu'ensuite, quand il revient en Europe, alors il décide de prendre, il n'a jamais eu de vacances, alors il prend de grandes vacances en naviguant de port en port, et quand il arrive à San Francisco, le rejoint un câble, c'est la fondation à New York de la Société des Nations Unies. Oui, ça existe encore, on dirait pas, mais pourtant. Et là, il va se retrouver propulsé, alors qu'il a moins de 30 ans, dans l'aéropage direct des diplomates français, ce qui fait qu'il va devenir un homme de cabinet, et qui, pendant le Front populaire, quasiment, c'est lui qui exerce. Je fais très vite, hein, tout ça, c'est pas intéressant. Pour ce qui nous concerne, c'est juste le contexte, comme s'il était la responsabilité actuelle dans la 4e République de ministre des Affaires étrangères. Il va se retrouver à négocier en 1938 Chamberlain, Daladier, directement avec Hitler. C'est là où il va démissionner de toute responsabilité. Il a publié, donc, au retour, là, en 1920, il a déjà publié Éloge. Avant, en 1913, Proust parle de lui, en 1913. Et il publie Anabase, qui est un livre tellement important pour cette espèce de surgissement des plus vieilles mythologies. Justement, le désert du Gobi, si présent. Mais après, il arrête. Non, il travaille au ministère des Affaires étrangères, il est un homme public, soi-disant, il y a des manuscrits dans une caisse, la Gestapo s'en sera saisie, on ne les retrouvera jamais. C'est pas important. On est en 1940. La première chose que fait Pétain quand il prend le pouvoir, c'est une dizaine de personnes, on leur renie la nationalité française. Alexis Léger-Saint-Léger sera un de ceux-là. La Gestapo entre à Paris en 1940. Dans les 15 premiers appartements visités où on saisit tous les papiers, il y a celui d'Alexis Léger-Saint-Léger. Des fois, je l'ai léger, Saint-Léger, d'autres fois, je dis Saint-Léger, léger. Maintenant, on va parler de Saint-John Perse. Et ce pseudonyme qui va se forger uniquement pour la sonorité, ça va être celui de ses écrits de 1940 à 1945. Il est où? D'abord, il part en Angleterre. Il rejoint De Gaulle. Les deux sont beaucoup trop arrogants l'un comme l'autre pour s'entendre. Je dirais ça comme ça, c'est sans doute simplifié. Vous trouverez des biographies, tout ça c'est facile à remonter. C'est passionnant, littéralement passionnant. Par contre, il sympathise avec Churchill et Roosevelt. Sympathie dans ce milieu-là, c'est pas ça. Mais il va devenir en quelque sorte l'intermédiaire entre Churchill et Roosevelt d'un côté et De Gaulle de l'autre. Et finalement part aux USA. Sa mère sera sous surveillance de la Gestapo en permanence pendant toute la durée de la guerre. C'est ce qui va nous valoir
ce magnifique texte-là de retour qui s'appelle Exil. Est-ce qu'il est malheureux dans son exil, lui? Ben non, puisque par exemple la pluie va être dédiée des gens Archibald MacLeish, qui sont des millionnaires en gros. Donc on lui donne un poste ou une sorte de résidence avec abondée par ces gens riches. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire à la Library of Congress? Lui, il aura même la délicate attention en 1945, quand il partira, d'effacer toutes ses fiches de lecteur, qu'on ne sache pas ce qu'il a lu. Oh! Et c'est dans ces 5 ans où, à la fois, il fait partie de ces quelques personnes, moi ça me fascine toujours quand on voit les traces de ça, qui sont, je dirais, comme une espèce de, dans l'entonnoir de tous ces flux d'informations, là où se prennent les décisions qui concernent, par exemple, la bombe atomique d'Hiroshima, quand elle ne servira plus à rien d'ailleurs. Mais cette toute petite poignée d'individus qui sont là et qui ont les mains dans cette instance-là, de ces rouages de pouvoir, même s'il est sur les bords, mais quand même. Et appelons-le Perse maintenant. Évidemment, il y a ces séjours longs à Washington, les soi-disant rapports et tout ça qu'il fait, puis son travail d'homme, de conseiller politique. Mais il y aura des voyages. Il va aller en Amérique du Sud. Il va essayer d'aller jusqu'au plus bas, le Cap Horn. Et ses mêmes amis multimillionnaires lui laissent à disposition une île qui est vers Martha Island, c'est là où il y a les résidences aussi de ces gens-là. C'est une île alors, qui n'est ravitaillée par un bateau en pétrole pour le phare, qu'une fois toutes les 3 semaines, il y a un chien qui vit sur cette île. Et lui passe là ses étés dans cette solitude, mais solitude où, là, à vue de nez, on aperçoit tous les convois militaires qui remontent par Halifax pour aller vers l'Europe, ces batailles aussi de sous-marins. Donc c'est même là, dans cet exil, cette île, il y a cette présence du monde. Et il y a un voyage qu'il fait aussi en Louisiane. Alors la Louisiane, c'est évidemment un climat déjà tropical, pluvieux. Et un de ses souvenirs, c'est d'être comme ça dans un hôtel sous ces rideaux de pluie en permanence. Et que dans l'hôtel, il y a une piscine. Mais comme on est hors saison, la piscine est vide. De toute façon, en 1943, c'est pas tellement propice au tourisme. Et puis qu'une cliente, dans la nuit, a eu cette idée-là d'aller, hop là, se jeter dans la piscine. Elle savait pas qu'il n'y avait pas d'eau. Et cette femme-là est éclatée au fond du carrelage. Il raconte que c'est dans cet élan qu'il écrit Pluie. Alors il a déjà écrit Exil, écrit Neige. Ce sont des textes ultra courts, des textes qui font maintenant partie, j'allais dire, de notre patrimoine classique. Et vous voyez, toutes ces préventions qu'on pourrait avoir sur le rapport à la politique, sur le rapport social, comme on a besoin de les éloigner, mais quand on les éloigne, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une circulation de langue qui, elle, nous concerne. À nous de nous en saisir de cette tradition-là aussi. Alors, Exil, comme Amer, et tout ça, c'est repris en Gallimard, évidemment, dans la collection poche NRF. À l'époque, ça sort en grand format. C'est que, par exemple, le soutien de la revue Sourd en Argentine, où il y a Borges, les moyens pour ces gens-là de financer les auteurs, mais aussi Michaud, Aragon, etc., dans un pays où tout est asservi. Donc c'est des publications à quelques centaines d'exemplaires, loin des circulations qu'on peut, nous, maintenant, on passe à la gare, on aperçoit, tiens, ils ont Saint-Jean-de-Perse, Exil, ouvrons-le. Alors pour ceux et celles qui suivent ici régulièrement les ateliers, c'était il y a 2 ans. J'avais voulu qu'on travaille, c'était pour moi un enjeu énorme, ce qu'on fait peut-être plus souvent maintenant le mardi, de travailler sur l'usage de l'impératif. En quoi utiliser l'impératif, l'absence par exemple de pronom pronominal qui en découle,
l'injonction d'autorité dans l'adresse à l'autre, mais qui est ambigu, qui peut être aussi un retour sur soi-même. Qu'est-ce que ça nous permet de dire et surtout de revaloriser, même encore plus, de rendre implacable le statut du verbe dans la phrase. Et c'est dans les cycles, j'avais mis ça justement dans hors-série. Hors-série, un cycle uniquement sur ces formes-là, ces particularités de syntaxe en France, dans la langue française. Et pour ces impératifs, justement, j'avais ouvert Pluie de Saint John Perse. Je ne vous le montre pas dans le Pléiade, parce que mon Pléiade, il tombe en ruine. C'est un livre qui date d'avant, 1980. Il y a des pages déchirées. Donc, un de ces jours, je m'en rachèterai un, mais je sais comme je suis. En fait, je continuerai d'utiliser le vieux et tout ça. Maintenant, pour ça aussi que je l'utilise beaucoup plus de façon numérique. Même le Pléiade est intégralement numérisé. Gallimard le fait pas. Tant pis pour eux. Il y en a qui le font à leur place. Voilà le chant 7 de Pluie. C'est des chants brefs. Là, on a 2 pages. En gros, c'est la mise en page traditionnelle. Dans la petite mise en page là que je vous ai faite, alors il y a des blancs. Bon, mais quand on travaille là sur ces blancs, c'est pas directement, on saute pas une ligne. C'est-à-dire on saute une ligne, mais on lui affecte un style avec un style précisément pour ce saut entre paragraphes. Et dans ce petit chapitre 7 de Pluie, voilà, laver aux pluies. Laver le doute et la présence, c'est l'impératif qui détermine la répétition. Laver la bienveillance, laver l'histoire des peuples, ô pluie, lavez au cœur de l'homme les plus beaux dits de l'homme. Là, j'ai un saut de ligne qui ne devrait pas avoir lieu, je corrigerai. Mais cette utilisation de l'infinitif dans Pluie, il est bien avant de le croiser dans ce chapitre, dans ce micro-chapitre 7. Je ne sais même pas si on peut parler de chapitre. C'est numéroté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, j'ai même laissé en interactif là sur tout de suite. Le banyan de la pluie, donc le mot pluie vient tout de suite ici, prend ses assises sur la ville. C'est-à-dire, si vous dites « il pleut », regardez Marguerite Duras, l'été 80, ça commence comme ça. Il y a Bernard-Marie Coltès, la nuit juste avant les forêts aussi. Il pleut. La pluie. Saint John Perse. Le banyan de la pluie prend ses assises sur la ville. Vous voyez, cette décision du poétique, et en quoi c'est l'instance poétique qu'on convoque, nous, qui va faire que la pluie va devenir, justement, va vous relayer comme sujet de l'énonciation. Et cette poétique de la prose, justement, parce que j'ai pas pris l'été 80 de Duras ou la nuit juste avant les forêts de Coltès, c'est ce qui fait, c'est ce qui nous légitime dans le recours à Saint John Perse. Alors, exposition, et puis l'infinitif, il est là. Chante, poème. Là, on ne s'adresse pas à la pluie, on s'adresse justement au fait qu'on demande au texte d'être autonome. Chante, poème. Alors, le poème vous remplace dans l'énonciation. À la criée des eaux, l'imminence du thème. C'est quoi le mot thème ? Eh bien, le thème, c'est la pluie. C'est pour ça que moi, je reconvoque l'exercice. Il y a 2 ans, on avait travaillé sur impératif. On s'était servi déjà du chapitre 7 de Pluie de Saint John Perse. Mais allez vous balader dans les textes qui sont toujours en ligne sur le blog où vous allez maintenant publier le vôtre. Eh bien, on ne parlait pas de la pluie. C'est l'impératif et on pouvait l'utiliser dans tous les domaines, tous les verbes. Eh bien, nous, aujourd'hui, on revient sur cet exercice, mais là, c'est plus un impératif qu'on s'intéresse, même si on va l'utiliser, c'est à la pluie. La somme de toutes vos pluies, la somme de tous vos moments devant la pluie, ou la somme de tous vos moments dans la pluie. Et allez rechercher la totalité de vos pluies. Après, vous en choisissez une, vous les parcourez toutes. Mais pourquoi pluie ? Pour cette question-là,
prenez Bachelard, L'eau et les songes, prenez les textes, partout où il y a pluie. Là, je lisais la steppe de Tchekhov, le passage de l'orage dans la steppe de Tchekhov, cette merveille. Mais on pourra la trouver dans Proust, on trouvera aussi dans notre expérience, évidemment. C'est la question de l'eau. Et là, on retrouve une confrontation à l'élément naturel où l'enjeu écologique comme éthique, le partage de l'eau, l'attribution de l'eau. Vous voulez que je vous emmène là quelques kilomètres, voir les grandes bassines des gros agriculteurs ou cette chaîne avec les trucs de maïs là, qui font 2 fois 30 mètres. Puis j'étais en Espagne récemment, c'était très curieux parce que si vous regardez le Google Maps vu d'en haut, on voit des grands ronds. On fait pas des champs carrés, on fait des champs ronds. Oui, parce que on irrigue au milieu et on fait tourner cet énorme truc de 50 mètres de long. Et en France, pourquoi faire du maïs? Ce maïs qui sert à faire des tourteaux qu'on donne aux braves ruminants en stabulation et qui vont vous faire des beefsteaks ou barquettes cellophane dans les supermarchés. Donc, oui, là, on n'est pas chez Saint John Perse, mais on est dans l'enjeu de notre cycle éco-poétique. Alors, continuons. Seigneur terrible de mourir, voici la terre fumante au goût de venaison. Et vous, les odeurs de la pluie, c'est quoi dans vos remémorations? L'odeur de la pluie d'été est la même que là, en ce moment, l'automne, ou ce qu'il y a de rude dans la pluie d'hiver et les rafales. Non, ou si vous êtes sur les remparts de Saint-Malo et qu'il pleut, il y a de l'iode dans la pluie, et flairer de plus près comme un vin. Et si vous alliez la flairer comme un vin, votre pluie, ou les différentes pluies que vous aurez choisies, la terre à fin d'usage. Voilà ce que je vous ai dit, moi, sur la responsabilité éthique. La terre à fin d'usage, c'est comment la poétique nous rehausse sur une question comme ça, par le lapidaire. La terre à fin d'usage le renouvelle dans ses langes et mon cœur visité d'une étrange voyelle. La voyelle diphtonguée dans pluie ou la voyelle toute simple du haut, laissons le choix. La deuxième chose, c'est le verset. Alors dans Saint John Perse, vous avez des choses, des fois ça va simplement, c'est versifié, du vers non compté, on a ça ici, chante poème à la criée des eaux, l'imminence du thème, chante poème à la foulée des eaux, l'évasion du thème, une haute licence au flanc des vierges prophétiques. Mais ce qui caractérise Saint John Perse comme les grandes odes de Claudel, qui sont c'est un monument qu'on pourrait revisiter aussi dans ce cadre-là, c'est le verset. C'est-à-dire que comment se fait la coupe ici? Oui, à chaque fois, on est au-delà, bien évidemment, de l'alexandrin ou du conte en 14 ou en 16. C'est-à-dire que si on ouvre le conte, on passe en prose, mais la prose, qu'est-ce qui définit le vers dans les livres traditionnels de français? C'est la coupe. Le vers, la coupe définit le vers, mais si vous la prenez assez longue, la coupe qui définit le vers intervient dans la prose. Et là, il y a un enjeu aujourd'hui. Alors évidemment, vous êtes plein déjà à utiliser ça. Mais se dire, justement, aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est le verset. Le verset est l'impératif. Alors, est-ce qu'il y en a dans le 2 des impératifs? Alors, le texte de pluie, c'est 7 chants, enfin, non, attendez, vous savez, 7... 8, c'est 9 chants, mais vous voyez le 9e, c'est une page, c'est très court, c'est là le petit extrait que j'ai fait, c'est 12 pages, et dans le 7, là, comment vous allez utiliser l'impératif pour
on part en verset. Le 7, on n'est plus dans le verset, on a dépassé, on est dans le bloc en prose. Vous voyez tout ça, comme ça. Mais si je remonte dans le 6, je les ai encore, les versets. Un homme atteint de telle solitude qu'il aille et qu'il suspende au sanctuaire le masque et le bâton de commandement. Cette vieille passion de Saint John Perse ou Alexis Léger pour les vieux rituels. Moi, j'avais ce goût de vivre loin des hommes, et voici que les pluies, la phrase s'interrompt, blanc transfuge sans message. Vous voyez ce verset. Et quand on arrive là, quand on revient aux pluies, on est toujours dans ce jeu-là de versets, on arrive à un infinitif. Passez, métis, et nous laissez à notre guet, tel s'abreuve au divin dont le masque est d'argile, toute pierre lavée des signes de voirie, toute feuille lavée des signes de latrie. Alors, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, la question de comprendre, comme elle est secondaire, c'est pas important. Là, tel s'abreuve au divin dont le masque est d'argile, on est dans une vieille référence mythologique, peu importe laquelle. Là, qu'est-ce qu'il comporte? Est-ce que on comprendra de quoi il parle, notre cher Alexis Léger? Non, mais toute pierre lavée des signes de voirie, c'est la répétition, toute de voirie, lavée des signes de latrie, nous te lirons enfin. Donc c'est ce toute pierre, feuille, toute lavée, voirie, latrie, nous te lirons enfin, terre abluée des encres du copiste. Le mot ablué, oui, il faudra aller voir là dans Littré, si on n'a pas le Furetière de Perse, mais il suffit d'ouvrir le grand TLF, là, vous savez, ce dictionnaire sur Internet où on a des bassins qui viennent de tous les dictionnaires. Et on arrive là à ce statut de l'impératif, passer et nous laisser à notre plus vieux usage. Alors est-ce qu'il s'agit de faire quelque chose d'aussi savant et d'aussi alambiqué sur la question, nous, de la pluie? Non, moi ce qui m'importe c'est en quoi le laver aux pluies, c'est-à-dire l'impératif et l'adresse, l'invocation et la convocation à la pluie. Cette notion d'invocation, qui est aussi dans l'autre et amont, extrêmement forte, on invoque. Et si le statut de l'invocation, ou ce que doit obtenir l'invocation, c'est que la pluie, vos pluies, ou une pluie, dans la nuit juste avant les forêts de Coltès, c'est une nuit de pluie dans la ville. Vous en aurez peut-être un souvenir très lointain, très dispersé géographiquement, selon les pays, selon les saisons, selon l'âge. Mais est-ce que la question même, là, de l'adresse à la pluie permet que la pluie vous remplace comme énonciateur dominant dans votre texte? C'est compliqué ce que je demande? Non. Souvenez-vous, ô pluie. Mettez souvenez-vous au lieu de laver. Et vous verrez que ce qui reviendra, ce sont vos pluies à vous. Et que là, les choses, toutes feuilles lavées, c'est la pluie dans les arbres, la pluie, là, les blés sauvages envahissent la ville. Chaque mot résonne, des chaussées de pierre, la pluie sur la pierre, sous mille pas nouveaux, ces marchés sont mille pierres nouvelles, parce qu'on aura marché sous la pluie. Et c'est aller chercher autant de souvenirs qui vont s'exprimer là dans une poétique par verset. Mais par contre, qu'est-ce qu'il obtient, lui? Il obtient des choses comme ça. La vie monte aux orages sur l'aile du refus. Là, on escalade. Élévation, force, dureté. Et Saint John Perse, c'est précisément, j'allais dire, son statut d'homme politique qui lui permet de s'élever là où on a quitté le « il pleut » pour arriver à quelque chose de bien plus lourd. Et ça, je pense que ça peut être contenu à travers chacun de nos humbles, minuscules souvenirs de pluie.
La vie monte aux orages sur l'aile du refus. Baladez-vous dans Saint John Perse, allez relire un petit peu son texte Vent, qui est 2 ans plus tard, non pas en 43 mais en 45 à la fin de la guerre. Ô vent, surtout te fasse de cette terre au vent. Tenez là, juste à la fin du 5, voyez encore comment il utilise l'impératif. Il y a tout d'un coup, dans le 5, que votre approche fut pleine, etc., etc. Douceur d'agave, c'est la terre lassée des brûlures de l'esprit. Et tout d'un coup, là, les pluies vertes se peignent aux glaces des banquiers. Tiens donc, qu'est-ce que c'est cette phrase? Les pluies vertes se peignent aux glaces des banquiers. Mais est-ce que ça vous gêne de lire ça? Est-ce que ça résonne pas de quelque chose de lourd? Oui, parce qu'il y a les idées nouvelles qui viennent là. Tout un peuple muet se lève dans mes phrases aux grandes marges du poème. Il faut que ça vienne après banquier, ça? Ben ouais, justement. Et là, il arrive encore à ces infinitifs, dressés, qu'il répète, dressés, dressés à bout de cap, vanner, vanner encore à bout de cap, les grands ossuaires de l'autre guerre, les grands ossuaires de l'homme blanc. Ah, voilà, j'en ai assez dit. 1. Qu'on se saisisse des pluies. 2. Qu'on garde le verset et l'impératif. 3. C'est pas la pluie en général, c'est les pluies, chacun. Les souvenirs de chaque pluie dans les âges, les lieux, les saisons. C'est timide, oui, c'est très timide. On appelle à nous l'eau du ciel. C'est tout simple. Mais on s'adresse à elle avec l'impératif et le verset pour leur dire aux pluies. Ouais, c'est ça qui nous renouvelle le vivant, c'est ça qu'on vous doit. Et c'est ça qui nous permet encore d'être vivants, malgré tout et tout le reste. C'est pour ça qu'on a intitulé ce cycle éco-poétique et qu'on y marche et qu'on y avance.